Vous avez été 5 ans dans le cabinet de Paulin Blais avant de vous destiner pendant quelques années à une carrière politique dans un cabinet ministériel et ensuite vous rentrez dans la fonction publique, dans le ministère de la Justice, où vous êtes d'abord, ça je ne sais plus exactement la chronologie, mais juge des infractions de roulage, où vous le mentionnez dans votre livre, vous aviez peur à l'époque de sortir des parkings parce que vous étiez étonné par la sincérité des personnes, des propos qui étaient donnés pour des événements qui n'étaient pas le reflet de la réalité. C'est bien ça? Ah, tout à fait, c'est étonnant, mais on retrouve ça partout, hein. Donc, par exemple, en matière d'infraction de tous les, enfin, de vol, de volaille de violence, etc., les gens vous disent avec une sincérité dont on n'a pas idée, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et en matière de roulage, les gens disaient avec une sincérité pas possible, je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. C'est extraordinaire. Tiens, donc par rapport à cette sincérité des propos, est-ce que avec l'expérience, on arrive à détecter ou à avoir plus facilement un avis sur cette sincérité des propos Non, mais on a les éléments du dossier, hein. La première chose que vous faites, c'est regarder le dossier et puis vous avez une Oui, mais image. on en a parlé, hein. Pardon? On a une petite interférence ici. Ah, On peut continuer, oui. d'accord, faut me dire, hein, parce que moi, je Oui, mais comprends je rien. le dis, on y va, on fonce. D'accord. Et donc, vous avez les éléments du dossier et parfois, vous avez la photo du type en train d'arracher la chaîne de quelqu'un. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et vous vous dites, attendez, vous lui balancez la photo sous le nez, ou bien alors vous avez les constatations policières qui établissent en matière de délit de fuite, c'est exactement la peinture de ta voiture, enfin, on ne tutoie pas les gens, hein, c'est exactement la peinture de la voiture sur l'endroit dont on dit qu'il a été touché et que vous êtes parti, voilà. Mhm. Donc oui, Et donc, voilà. ces éléments-là aide évidemment à créer, en tous les cas, des soupçons solides. Donc on retourne aux faits, au dossier, quoi. Donc Oui, voilà, vous êtes après juge des saisies, et puis vous rentrez en 1993 comme juge d'instruction. Alors juge d'instruction, c'est la fonction que vous occupez sur Bruxelles depuis 1993. Vous êtes, je le disais en introduction, un personnage, une personnalité bien connue depuis le fameux documentaire Ni juge ni soumise, qui a été diffusé en 2017, qui a été récompensé à la fois au Magritte et au César, notamment, je ne vais pas faire l'énumération de toutes les distinctions, c'est pas vraiment utile ici. Et donc cette publication, je pense que elle doit vraiment être vue en complémentarité. Elle est une sorte de prolongation pour moi du documentaire. Mais avant de parler de votre livre, j'aimerais bien que vous donniez quelques éléments parce que parfois on s'y perd et en plus je sais qu'il y a une réforme qui est en cours depuis de nombreuses années, mais pour la justice c'est toujours en continuelle réforme, je pense. Est-ce que vous savez nous parler un peu du rôle du juge d'instruction? il faut savoir que le juge d'instruction est le seul juge qui ne juge pas. Il ne juge pas les gens. Il juge éventuellement de la faisabilité ou non, du point de vue de la loi, d'un acte qu'on demande à poser. Exemple, donc les gens, quand ils viennent, donc le juge d'instruction 1 est un juge au tribunal de première instance. Donc, pour faire la chaîne, vous avez le tribunal de première instance, la cour d'appel, la cour de cassation, puis toutes les justices différentes à côté, qui sont les juges de police, les justices de paix, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, etc., etc. Enfin, de toute façon, chaque fois qu'on a un problème en Belgique, généralement, on rajoute une juridiction pour faire bonne mesure. Et puis, donc, le juge d'instruction fait partie du tribunal, du tribunal de première instance. Il est là pour faire la vérité sur
les faits et les personnes et les protagonistes. C'est-à-dire, par exemple, il y a un cadavre, que s'est-il passé? Comment est-il passé de l'état de vivant à l'état de mort? C'est les faits. Comment ça s'est passé, où ça s'est passé, etc. Et comment est-ce que le futur cadavre a rencontré le futur assassin. C'est quelque chose dont la rencontre de ces deux personnes fait évidemment le fait du mort. Et c'est là-dessus que le juge d'instruction a donné un éclairage le plus précisément possible et d'une manière légale. Tout n'est pas possible. Exemple, on prend quelqu'un à côté qu'on soupçonne être le meurtrier, il est évident que lui taper dessus pour le faire avouer n'est pas une méthode légale. On a peut-être parfois envie de donner des baffes aux gens, mais enfin, c'est pas légal en tous les cas et ça ne se fait pas. Par contre, si c'est possible, faire des écoutes téléphoniques, faire des perquisitions, tous des actes qui sont invasifs de la vie privée et qui peuvent être autorisés par le juge d'instruction seul. Voilà. D'accord. Merci. Je pense que c'est très compréhensible énoncé comme ça, parce que sinon c'est un peu abstrait. Mais revenons un peu au livre, qui est une succession de chapitres avec des éléments qui sont parfois lourds, pas évidents à lire, mais toujours écrits avec une note d'humour. Ce livre-là, on voit tout de suite quand on a pris connaissance du documentaire, on dit que c'est vous qui êtes l'auteur de ce livre. Je voulais vous demander aussi pourquoi, après le documentaire, vous avez eu cette envie de publier. Pourquoi j'ai eu envie de publier? Parce qu'on me l'a demandé. Donc, il y a des gens qui m'ont demandé, tiens, est-ce que tu ne publierais pas quelque chose, etc. Et alors, je me souviens, c'était juste après la sortie du film. Et puis, pendant les vacances, j'ai écrit un petit morceau comme ça. Et puis, je me suis prise au jeu. Et ça m'a fait du bien, je dois dire, en matière de thérapie personnelle, si j'ose dire, parce que bon, c'est pas vraiment ça. Mais ça m'a fait du bien de dire un peu, et parfois, ce que je pensais. Le premier chapitre, par exemple, est consacré à la mendicité. Il faut savoir que j'ai parfois vraiment envie de donner des conseils aux mendiants. Donc, en fait, je fais régulièrement, j'ai fait pendant de très nombreuses années l'opération Thermos, qui est la distribution, préparation et distribution de nourriture. Maintenant, je fais ce qu'on appelle la maraude, le jeudi soir, en principe. Ils n'ont pas du beau temps pour aujourd'hui, mais enfin bon. Et donc, la maraude consiste à récolter, ça c'est un boulot vraiment, à récolter des vêtements et de la nourriture pour les personnes qui sont dans la rue et que on va visiter, avec lesquelles on parle, etc. Et donc, c'est comme ça que je me permets, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais enfin, ça ne se fait pas, etc. Eh bien, si, j'estime que participant de ce milieu-là, ou participant régulièrement de ce milieu-là, je peux me permettre de donner avec humour, mais avec amour, du moins j'espère, mon opinion. Oui, avec humour, c'est vrai que c'est un livre qui se lit facilement, malgré un contenu qui n'est pas évident, qui révèle certaines réalités. Vous soulignez l'état de la justice en évoquant le palais de justice de Bruxelles. Je trouvais Oui. que c'était une belle image. Vous pouvez nous en dire quelques mots à ce sujet-là? Au sujet du palais de justice ou de l'état de la justice? Le palais de justice, il suffit de le regarder et de regarder les images qui courent aujourd'hui sur les réseaux, c'est-à-dire les échafaudages sont plus emblématiques que le palais lui-même, donc on a décidé de démolir le palais de justice pour n'en garder que les échafaudages. C'est pour mourir de rire, vous pouvez aller voir.
la justice aujourd'hui, c'est des béquilles. Ça, c'est certain, dont elles ont les échafaudages de l'homme. Alors, je prendrai par exemple dont j'en prendrai deux, je prendrai deux images. Un, le ministre de la Justice aujourd'hui autorise, mais quelque part ouvre la porte aux magistrats jusqu'à 75 ans pour poursuivre leur métier. C'est bien dire que les conditions actuelles du travail des magistrats n'incitent absolument pas au renouvellement de la fonction, ce qui est pour moi dramatique, c'est-à-dire que vous avez là un couloir où se trouve Dame Justice, il n'y a plus personne qui y entre au point qu'on essaye de retenir ceux qui en sortent. Donc, je sais qu'il y a eu à Bruxelles récemment une cour d'assises qui était gérée donc par 3 magistrats, bien sûr, c'est la loi, qui étaient tous des pensionnés qu'on avait fait revenir. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Et donc, si on veut, on peut continuer comme ça, si on veut qu'il n'y ait plus de serviteurs de justice et en conséquence, qu'il n'y ait plus de justice. Autre exemple, ben vous voyez, les ordinateurs sont effectivement le temps pour qu'ils s'allument est le temps que je mets pour aller me laver les mains à la sortie du métro. Et ils sont obsolètes. Oui. Tout le monde est d'accord. L'informatisation existe depuis longtemps dans la justice. Pardon ? Ce problème d'informatisation de la justice n'est pas nouveau. Non, le problème d'informatisation date depuis le début. On a toujours eu des ordinateurs en retard et on ne peut pas utiliser des adresses personnelles pour se connecter au système dans la mesure où le système est hyper sécurisé. Première chose. Deuxièmement, la gestion de l'informatisation est assez pénible, c'est-à-dire que les dossiers sont encodés sur ce qu'on appelle le système Mac au parquet. Et donc, les dossiers sont encodés là-dessus. Je lis en même temps les questions qui m'arrivent. Et ben oui, non, je suis un peu troublée. Et donc, et ces ordinateurs, mon ordinateur n'est pas compatible avec l'ordinateur du parquet, ni avec l'ordinateur des policiers. Ça donne quoi? Ça donne, je fais une demande aux policiers qui répondent par procès-verbal. Ce procès-verbal m'est envoyé par scan sur mon ordinateur. Je le print, éventuellement, je veux dire, je le lis en tous les cas, je le print éventuellement. Et puis l'original m'arrive qui n'est pas compatible avec mon ordinateur, donc on rescanne pour mettre dans le dossier. Oui, vous expliquez ça aussi. Hein. Non, mais c'est un débile à peine possible. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, donc le nouveau ministre, enfin le nouveau qui n'est plus si nouveau que ça, c'est Vincent Van Quickenborne, a proposé que l'on reste jusqu'à 75 ans. Je trouve ça, vu de l'extérieur, assez hallucinant. Mais pourquoi? C'est parce qu'on ne trouve plus personne qui veut exercer ce métier-là? Est-ce qu'il n'y a pas des concours qui sont ouverts? J'ai vu d'ailleurs. Il y a des concours, mais comment dire? Si la fonction n'est pas attrayante, vous n'allez avoir dans les concours, on demande un niveau de qualification qui apparemment n'est pas celui de ceux qui présentent le concours. Et donc, ceux qui pourraient présenter le concours, c'est-à-dire qui demandent à être d'un niveau directeur, ne présentent pas le concours parce que la fonction n'est pas assez attrayante. Donc, en fait, vous baissez la qualité du personnel, c'est pas compliqué hein, pour parler cash. Et donc, pour revenir sur votre cas bruxellois, je pense qu'il y a 17 juges d'instruction, c'est bien ça? Tout à fait. Et donc, je ne sais plus, c'est 6 ou 7. Vous êtes tous bilingues ou s'il y a… Non, pas du tout. Donc, le tribunal, donc, en fait, jusqu'en, et je ne sais plus en quelle année on a été scindé, ça doit dater de 2010 ou un truc pareil, où le tribunal de Bruxelles-Alvilvoorde a été scindé en tribunal français et tribunal flamand. Donc,
avant, nous étions un seul tribunal bilingue avec des gens qui étaient bilingues. En tous les cas, pour un tiers d'entre eux, ils devaient l'être. Et puis alors maintenant que le tribunal est scindé, l'exigence de bilinguisme d'un côté et de l'autre de la frontière linguistique a été diminuée. Elle est valable pour des chefs de corps et des choses comme ça. Moi, je suis de l'ancienne génération, donc je suis encore bilingue. D'accord. Donc voilà, vous parliez de l'état du palais de justice qui reflète un peu l'état de C'est la justice. dramatique, hein, le palais de justice. Moi, je veux bien organiser une visite du palais pour ceux qui veulent, qui se rendent compte. C'est rigolo comme tout, parce que je connais bien le palais, le vieux palais de Bruxelles, hein, ses coins et ses recoins. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai été voir l'autre jour, enfin, je parle de l'autre jour, c'est il y a 2, 3 mois, hein, je fais le tour avec quelqu'un, et puis alors au bout d'un couloir, on entend tic-tic, il y avait une salle qui avait été rénovée, impeccable, magnifique. Sauf que il y avait des caisses de papier devant les fenêtres pour éviter que les fenêtres ne s'ouvrent de manière intempestive et ne laissent passer trop de courant d'air. En fait, ce palais, l'intérieur dépend d'un tel, l'extérieur dépend d'un tel, la façade, donc la restauration du palais lui-même dépend de la régie des bâtiments, le nettoyage des fenêtres dépend de la région de Bruxelles, si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire dépend de la bonne volonté des occupants. L'intérieur du bâtiment dépend encore de la régie des bâtiments pour certains trucs. C'est incompris. Alors, les locaux sont répartis entre les locaux à désamianter, les locaux à réparer, les locaux qui peuvent être distribués. Et ça, il n'y en a pas assez pour tout le monde parce qu'on croit que le palais de justice peut être occupé jusqu'à la coupole. C'est pas vrai. Il ne peut être occupé que jusqu'au 4e étage parce qu'au-delà de ça, il faut surtout pas avoir le vertige. Et donc, vous nous proposez une visite guidée du palais par Anne Gruet. Donc, on peut mettre ça au programme des bibliothèques prochainement. Oui, enfin, on peut pas aller à plus que 10 et il faut avoir l'autorisation de la première présidente de la Cour de cassation. Et les gens n'aiment pas ouvrir leur toge pour montrer leurs vêtements loqueteux en dessous. Oui, voilà, on verra. Mais dans le livre, donc, vous parlez de l'état du palais de justice, de l'état de la justice, et à un moment, je comprends que vous regrettez l'absence de réaction du citoyen sur l'état de sa justice. Parce que vous égratignez un peu le politique, mais vous regrettez aussi cette absence de réaction du citoyen. Mais c'est-à-dire, je pense que les gens ne se rendent pas compte du danger qui menace la justice de disparaître. D'abord, quand ils vont en justice, la première personne qu'ils rencontrent est généralement l'avocat. L'avocat est à leur charge, sauf assistance judiciaire, ce qui leur coûte déjà quelque chose. Et puis alors, éventuellement, ils arrivent, et en fait, il faut imaginer, mais les gens confondent le prix de l'avocat au prix de la justice, le prix des procédures au coût de la justice. Et donc, et au fait qu'en justice, il y a toujours un gagnant et un perdant. Ça, c'est sûr, sauf que la mission du juge est une première mission de médiation. Mais il y a énormément de choses à revoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens retiennent surtout que le procès coûte cher et que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès qui prend de l'argent et énormément de temps parce que nous n'avons plus le juge de Louis XI, c'est-à-dire le juge sous le chêne qui tranche le litige et le sage vers qui on peut aller pour trancher le litige ou rétablir la paix sociale. Alors que souvent, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut savoir que l'argent prend également une importance forte dans la vie sociale.
Et donc, pour avoir jusqu'au dernier centime, les gens font parfois des procédures qui sont trop longues et trop difficiles. Il y a des problèmes, par exemple, un problème que chacun peut rencontrer d'un côté ou de l'autre. C'est le problème de la location. Donc, je loue un immeuble à quelqu'un ou je suis locataire de quelqu'un. Si je dois foutre ce quelqu'un à la porte, j'imagine que je suis propriétaire, hein, ce n'est pas le cas. Hein. Je dois mettre ce quelqu'un à la porte parce qu'il ne paye plus le loyer. Le temps de faire la procédure en expulsion devant le juge de paix, ça va me prendre beaucoup de temps et de l'argent si l'autre se défend. Ou parce qu'il démolit l'immeuble, alors à ce moment-là, si on lui reproche en plus de démolir l'immeuble, on va nommer un expert, et donc effectivement, on hésite et on se dit attendons demain, ça risque de s'arranger. Donc ça, c'est un problème que chacun peut connaître. Autre problème que chacun peut connaître, c'est le problème du divorce. Et ça, effectivement, un divorce simple, c'est un divorce par consentement mutuel où tout va bien et où, à la limite, on se remarie après le divorce parce que finalement, on ne s'entendait pas si mal. Mais si vous avez un immeuble à partager, des enfants, sur la garde desquels vous devez statuer, automatiquement, une fois que vous allez en justice, ben, il y en a pour 2 ans, 3 ans et des trucs pareils. Donc ça, ce sont... Et donc, en fait, le citoyen, de manière générale, assimile la justice à la perte de temps et d'argent. Il croit qu'il va pouvoir s'en sortir tout seul pour faire le constat au bout d'un temps qu'il ne peut pas ou qu'il y a sa merdouille quelque part. Et là, à ce moment-là, il se décide à aller en justice. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, mais il va essayer de trouver toutes les solutions, même les pires, avant ça. Et je dois avouer que dans mon métier de juge d'instruction, mais je l'ai dit aussi dans le livre, j'estime que trop de problèmes civils arrivent devant nous qui prennent la forme du pénal. J'ai donné l'exemple des troubles de voisinage que chacun peut connaître. C'est-à-dire, mon voisin, il dépose ses ordures devant chez moi, il dépose son camembert sur le palier, etc. C'est pas possible. Et ça vous donne autant d'infractions pénales. Injures, coups et blessures parce que vous avez tapé dessus, violation de domicile parce que vous tentez de faire rentrer le camembert par la serrure, etc. Bon. Et alors, à partir de ce moment-là, les gens se disent trop souvent, à mon sens, c'est simple, je vais aller devant le juge d'instruction pour que mon voisin soit puni. Et le juge, donc, ce que j'ai déjà fait dans plusieurs cas, c'est aller sur place pour voir comment il y a moyen de concilier les parties. Le problème, c'est que dès le moment où on a mis le doigt dans la justice pénale, donc automatiquement, donc le procureur du roi, qui représente l'État, va vouloir aller jusqu'au bout et savoir à qui imputer les coups et blessures pour l'entendre ou non condamné par le tribunal. Et ça, c'est mal fait. Il devrait exister une fin de non-recevoir devant le juge d'instruction. Même chose pour les violences intrafamiliales. Quand c'est quelque chose qui est clos comme ça et qui prend l'allure de violence particulière, et puis que finalement l'affaire se solutionne, se referme parce que les gens se sont rendus compte que c'était peut-être pas nécessaire que si, que là, enfin, j'en sais rien, mais que ça a pu se passer convenablement. Moi, je prône, alors à ce moment-là, plutôt que d'aller jusqu'au bout et traîner souvent monsieur devant le tribunal pour entendre dire qu'il doit être, donc qu'il a ou qu'il n'a pas une condamnation, je trouve qu'on devrait pouvoir, dans ces matières-là, clôturer le dossier autrement que par un jugement qui prend énormément de temps.
Et alors, il y a ici quelqu'un qui me dit, c'est le rôle de la chambre du conseil. Attention, non, la chambre du conseil ne peut prononcer qu'un non-lieu, c'est-à-dire pas de charge contre monsieur ou madame dans les violences intrafamiliales ou entre les voisins, mais donc, ou alors un renvoi devant le tribunal correctionnel. Ils ont une solution intermédiaire, mais pour pouvoir prononcer cette solution intermédiaire, il faut des conditions tout à fait particulières. Et moi, je prône tout simplement qu'on s'arrête avant, qu'on dise, attendez, ce dossier est solutionné. Vous voyez, moi, j'ai des trucs comme ça où je me dis, mais c'est considérable. Monsieur et madame se sont réconciliés. On s'arrange pour voir si c'est dans de bonnes conditions éventuellement, ce qui peut être le rôle du juge d'instruction. Et on en reste là. On ne va pas aller réouvrir les plaies, quoi. Ça n'a aucun sens. Or, c'est ce que la poursuite de la procédure pénale oblige le procureur du roi à faire, à aller touiller dans les plaies jusqu'à ce qu'on ait une solution. Le code d'instruction criminelle, c'est-à-dire le code de procédure pénale, n'est pas adapté. Vous parlez donc de l'état de la justice. Moi, j'ai près de 40 ans. En tant que citoyen, j'ai l'impression que la justice, elle est toujours en réforme. Vous soulignez la déliquescence maintenant de ce droit pour les citoyens. Est-ce que vous avez encore l'espoir que l'on puisse, à un moment ou l'autre, redresser la situation? Mais je pense qu'il faudrait, enfin c'est mon opinion, qu'il faudrait à la justice un ministre d'abord qui ait le temps, parce qu'il ne faut pas oublier, parce que vous dites toujours en réforme, l'État aussi est toujours en réforme. Oui, c'est vrai. Tous les pensions, attendez, ici on vous annonce une nouvelle déclaration d'impôt, etc. Tout ce qui est de l'État est toujours en réforme. Pourquoi? Parce que la plupart des politiques n'ont que 4 ans pour laisser leur marque. Et donc, ils arrivent, ils prennent connaissance en 1 an, le temps de faire quelque chose, ça leur prend les 3 autres années pour pouvoir présenter un bilan. Si j'étais ministre de la Justice, tiens, comme ça, je parle de moi plutôt que de quelqu'un qui soit un homme, une femme, un neutre, enfin tout ce qu'on veut, donc je dis, moi, je suis ministre de la Justice demain, je ne fais aucune réforme, je mets de l'ordre dans les armoires, c'est tout. Et donc, je dis, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire rapidement pour améliorer la situation du palais de justice, des échafaudages, etc. Et je mets de l'ordre, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour simplifier la procédure? Tout le monde s'en fout. On est en train de la complexifier. La réforme du code de procédure pénale, c'est dire on va supprimer le juge d'instruction pour confier ses compétences au parquet et à l'avocat plutôt que de le laisser en place. Non, moi je prône simplement le réflexe du ménager, c'est-à-dire j'ouvre les armoires, je commence à nettoyer et je commence par tout ranger à sa place, quoi. Bon, ici, l'actuel ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, qui a été aussi secrétaire d'État à la simplification administrative, entend vraiment augmenter, et c'est peut-être aussi un des effets de la crise Covid, avec une intensification de tout ce qui est télétravail, téléprésentation et autres des détenus. Enfin, c'est ce que j'en ai. Enfin, c'est débile, c'est un réflexe d'économiste, ça. Or, la justice, ne relève pas de l'économique. Je ne vais pas dire la justice ne fait pas d'économie, je vais dire la justice ne relève pas de l'économique. La justice relève de l'attention à l'humain et de l'écoute de l'être humain. Parce que c'est bien gentil, mais si c'est pour aller défendre son dossier devant un tribunal virtuel, avec un dossier virtuel, etc., ça n'a aucun sens. Les gens demandent à être écoutés. Alors quoi? Il va dire, vous avez très exactement 36 minutes pour expliquer votre affaire. Et le type qui demande à être écouté, ben, il commence par eux, donc, etc. Non, il faut pouvoir l'aider. C'est ça l'écoute du magistrat.
Excusez-moi, mais c'est parce que ça m'énerve un Oui, peu. oui, oui, j'ai cru comprendre. Donc, voilà. Mais, donc, vous avez encore dans votre conception de votre fonction une idée d'aider je vais utiliser un mot qui vous Qui énerve m'énerve, aussi, aider le justiciable. justiciable. Voilà. Donc, vous Oui. utilisez client déjà. Donc, Oui, non, mais attention, je fais une différence entre le client, le justiciable, oui, etc. Le client, ça, ce sont les gens qui me font vivre, c'est-à-dire le malfrat. oui. Le malfrat, pour moi, c'est mon client. Je le protège. Enfin, je le protège. Je lui donne éventuellement une carte de fidélité si c'est un bon client. Mhm, Et je tâche de résoudre les problèmes avec lui parce que tous les problèmes ne se résolvent pas dans la prison, hein, certainement pas et loin de là. Il y a d'autres trucs qui sont complètement idiots hein, dans la justice et dans la justice pénale, c'est-à-dire donc la condamnation. La condamnation intervient tellement longtemps après que vous ne jugez pas nécessairement l'homme qui a commis le crime. mhm. Vous dites une personne qui peut avoir évolué. Il y a un exemple dans votre livre, hein, je pense, quelqu'un qui a été au bout de tous les recours, qui à un moment n'est plus du tout la même personne et Ah doit non, solder son vécu, son appartement. 15 jours, hein, billet d'écrou plus 15, donc condamnation plus 15 jours égale prière entrée en tôle, Oui. sinon on vient vous chercher à la maison. Mhm. Attendez, vous êtes éjecté de tout ce que vous avez pu construire pendant le temps d'attente du procès. D'accord? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous ne construisez rien pendant le temps d'attente du procès et après, vous attendez la fin de votre condamnation et après, vous vous inscrivez au chômage et au CPS. Mais entendons-nous bien, C'est une bonne vous, solution pour vous la n'êtes société, pas ça. contre la prison non plus. Quoi? Vous n'êtes pas contre la Non, je prison. suis absolument pas contre l'emprisonnement immédiat. D'accord. Non, non, je suis pas contre un emprisonnement qui se poursuit Mhm. dans le temps. Je suis contre un emprisonnement qui se fait, par exemple, dont vous êtes pris, vous êtes en prison, on vous libère et vous passez 3 ans après devant le tribunal. Ça va pas. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 3 ans? Vous vous tournez les pouces? Attention, parce que alors après 3 ans, le tribunal dit ah ben c'est pas grave, vous avez 40 mois avec sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Et puis alors, très généralement, c'est ce qu'on dit en justice, quand Saint-Nicolas passe, le Père Noël ne passe plus. Ça veut dire Saint-Nicolas est passé parce que votre avocat ayant plaidé qu'il ne fallait pas vous emprisonner, on vous met une peine de prison avec sursis au-dessus de la tête, mais on ne vous donne pas de prison immédiate. D'accord? Et puis alors, clac, on vous taxe les amendes. Facile, 10 000 à 20 000 balles. Le type sort. Les amendes, grâce au SPF Finance qui regroupe tout, doivent être payées en déant les 4 mois. Vous avez 10 000 balles à donner en déant les 4 mois, vous? Non. Pas un citoyen n'a ça. Et Hmm. alors, maximum 1 an. Attendez, sinon, vous avez les huissiers à la porte. Vous savez combien ça coûte un huissier qui vient chez vous? À 300 €, non? Oh oui, 300, 400 euros. Mais bon, attendez, non seulement vous avez les 20 000 balles, mais Oui, vous avez bien les 400 euros de l'huissier, la saisie exécution mobilière, la saisie arrêt sur vos indemnités éventuelles que vous pourriez toucher et qui dépassent le seuil d'un seul. Je le sais, j'ai été juge de saisie. Mhm. Oui, donc dans le modèle carcéral, il y a à la fois donc, dans l'état de la justice, la manière dont on est jugé, mais le modèle carcéral, son évolution pose aussi question. Et quel est votre regard là-dessus? Parce que vous soulignez dans votre livre, en tout cas actuellement, quelqu'un qui sort de prison, ben, c'est une espèce de locumène qui Oui, a... pas exagéré, hein, mais oui, c'est-à-dire il est stigmatisé par le casier judiciaire, donc il ne va pas trouver de boulot aussi facilement que ça, et de un, et de deux, stigmatisé par les amendes pénales qui mhm. sont à la porte.
Oui. Et donc, dans cette évolution-là, par exemple, ce que le gouvernement et le ministre veulent montrer comme modèle, c'est Aaron. Alors, Aaron, je suis mort de rire. Hein. Aaron, c'est d'abord ce qu'on appelle un PPP, c'est-à-dire participation publique-privée, un partenariat public-privé. C'est-à-dire que le public loue au privé une construction qui a été faite par le privé, en l'occurrence Carfasso. Tantôt vous montre, si vous allez voir des images du site de Aachen, c'est merveilleux, de la pelouse, des arbres, du soleil, etc. Et exactement, et tout le monde connaît ça, comme quand on présente un projet immobilier à côté de chez vous. Les arbres, vous demandez bien, attendez, c'est pour dans 20 ans, si on les abat pas avant, etc. Enfin bon. Et puis alors, tout à l'informatique pour économiser le personnel, pas compliqué, hein, tel est le but du privé, c'est faire de l'argent, rentrer dans ses frais, que l'entreprise soit rentable. Et donc, on supprime un maximum de personnel, ce qui revient à dire pour le prévenu, enfin pour l'incarcéré. J'en avais un qui me disait ça, madame, il y a des caméras partout. On ne nous surveille pas, on nous observe. Ils connaissent jusqu'à la marque de nos cigarettes. Il faut imaginer être observé comme un rat en cage, quoi. Et vous poussez sur un bouton, le 39 demande à sortir, le 39, et alors je fiche mon billet, qu'on aura comme dans toutes les publicités qui vous demandent d'attendre. Attendez un instant, votre appel est important pour nous. Et c'est toujours une voix de femme. Je me demande bien pourquoi. Oui, il y a des hommes et une petite musique aussi, hein. Donc ça change. Hein. Vous voyez, la C'est vrai, société ça évolue. change. Oui, Ah, oui, vous me oui. l'apprenez. Moi, je Oui, n'ai c'est ça. pas encore eu un mec à l'appareil pour me dire que mon appel était important pour lui. Mais vous voyez, tout n'est pas perdu. Hein. Donc, Tout n'est pas voilà. perdu, ça va, je suis Donc, contente. et toujours dans le modèle carcéral, il y a un élément que vous mettez dans le livre, je trouve ça assez marrant. À un moment, vous parlez de toutes les politiques d'évaluation, ou du moins des avis sur le modèle, et vous dites les seules personnes que Tout l'on à ne fait. concerte pas, ce sont les détenus, donc, ou d'anciens Exact. détenus. C'est marrant parce que si on construit un immeuble à côté de chez vous, on va faire une commission de concertation. Et commission de concertation, on va réunir les habitants, les promoteurs, etc., pour savoir ce qu'on pense du projet. En ce qui concerne les prisons, j'ai assisté à plusieurs réunions, je vous jure, et pour le modèle carcéral, etc. Je n'ai jamais vu un détenu ou un ancien détenu dans ces réunions, sauf ceux qu'une fois j'avais amenés moi-même. Mhm. C'est ahurissant, quoi. C'est les seuls. Un ancien gardien de prison là-dedans ou un gardien de prison à long terme, il n'y a pas. Peut-être Non, que le les gens détenu, discutent entre experts. oui, mais peut-être que le détenu aurait intérêt à ouvrir un cabinet de consultance. Je me disais que ce serait peut-être bien. Consultant en prison, on Oui, l'écouterait voilà. même pas. Vous Donc, savez, son affaire est faite aux détenus. En tous les cas, en ce qui concerne Bruxelles. Parce que contre vents et marées, Aachen ouvrira ses portes. Ça me désespère parce que ça fait combien 6 ans que je me bats contre Aachen. Et mes forêts Saint-Gilles sont tellement rentables au niveau immobilier, c'est tellement juteux comme zone que le calcul est vite fait. d'accord. Mais est-ce qu'il y a C'est une peut-être… affaire de gros sous, hein. Mais est-ce qu'il y a aussi, au niveau du modèle carcéral, est-ce qu'il y a des exemples en Europe? Je ne sais pas, on parle parfois des Pays-Bas qui sont à prendre en considération. Est-ce que pour Oui, mais vous, je vous n'ai connaissez des jamais exemples? été visiter, donc là je dis je ne donne pas d'opinion, je n'ai Oui, jamais été d'accord. visiter une prison étrangère et je n'ai jamais eu un détenu étranger qui me dise ce qu'il en est D'accord. exactement. Oui, Or, moi, ce que je veux, c'est avoir l'opinion du client, oui, voilà. du détenu. Et donc, quand je vous dis, les clients disent, on ne nous surveille pas, on nous observe, c'est parce qu'eux me l'ont dit. Mhm. Vous voyez? Donc, vous dites que vos principaux clients sont les malfrats. À un moment, il y a tout un chapitre sur le milieu, le monde de l'argent.
Et vous soulignez aussi que en tant que magistrat, on a parfois une difficulté, enfin, c'est comme ça que je l'interprète, à, en fonction de son salaire, à connaître la réalité d'un monde parallèle. Par exemple, vous parlez des revenus de la drogue, vous parlez de location de voitures, de choses qui nous semblent tout à fait irréalistes et qu'on ne pourrait même pas voir dans une série. Si on voyait ça dans une série, on dit que c'est pas possible. Notre esprit ne peut pas prendre ça comme des éléments réels. Est-ce que ça, vous avez encore cette faculté à vous étonner de situations de ce type-là? De ce que les gens qui sont devant moi gagnent beaucoup plus que moi. Oui, ou même de Non, prendre. je regarde jamais dans l'assiette des autres, hein. Non, mais je veux dire de prendre en compte des éléments en dehors de l'aspect purement argent, mais des éléments qu'on aurait du mal à appréhender dans notre réalité. Ah, moi, souvent, je fais aux gens qui sont devant moi, je leur donne le discours du bon sens économique. C'est-à-dire, je dis, bon, si c'est pour vous faire prendre, ça vaut pas la peine. Ça coûte trop cher. C'est pas rentable. En conséquence de quoi, vaut mieux trouver autre chose. Et donc, exemple, l'autre jour, j'avais un gamin, il était, enfin un gamin, moi, compte tenu du fait que j'atteins l'âge de la pension, tout le monde est un gamin, hein. Et donc, je dis, mais enfin, c'est pas possible. Alors, il arrive dans mon bureau. Donc, le dossier, bon, je fais une pile, un carton avec je sais pas combien de fêtes. C'était pas un dossier à moi. Le gamin arrive dans mon bureau. Je dis, ouais, donc, j'ai admiré le pull qu'il portait, qu'il avait fait lui-même. D'accord? Et on s'est mis d'accord. Donc, nous avons discuté d'une autre voie pour récupérer, pour prendre ce qui finalement est son but de l'argent. Il veut de l'argent. Chaque fois qu'il fait un pas de côté, enfin une fois sur trois, il se fait prendre, ce n'est pas rentable. Et donc, il avait déjà fait de la prison, l'IPPJ, enfin, un peu, il avait essuyé toutes les possibilités de peine. Donc, moi, je dis, puis s'il n'y a rien qui marche pour le faire arrêter, parce qu'il faut partir du principe aussi qu'attention, on ne peut pas mettre en prison ni tout le monde, ni tout le temps. C'est-à-dire, la prison, on en sort. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir quelqu'un qui sorte dans de plus mauvaises conditions. S'il y a moyen de ne pas l'y faire entrer tout de suite, il n'y a rien à faire, c'est cette voie-là qu'il faut choisir, à mon sens. Et donc, je discute et je lui dis, écoutez, refaites des polos comme celui que vous portez, vendez-les et ce sera beaucoup plus simple. Ça vous demandera un peu de boulot, mais ce sera beaucoup plus simple de se faire prendre automatiquement dès que vous classez un magasin. J'espère qu'il va Voilà. suivre votre Ce qui conseil. est en plus désagréable. Donc là, je fais attention parce que je dis en plus, c'est désagréable pour tout le monde et des trucs pareils, quoi, hein. Il faut faire attention parce que le juge d'instruction, il est coincé entre deux discours. Tous en tôle parce que c'est des malfrats et que c'est pas possible. Et la plupart des gens qui disent c'est un scandale la surpopulation carcérale. Donc, il doit jouer entre les deux extrêmes. D'accord? Et il n'est pas admissible que quand on a fait quelque chose de mal, on ne soit pas puni, etc., etc. Et je suis parfaitement d'accord, mais on doit jouer entre ces deux trucs-là. Et on doit jouer certainement en se disant, attention, de toute façon, il sortira de tôle à certains moments. Et donc, c'est ça qu'il faut préparer. Voilà. Mais oui, pour ces aspects-là, la préparation de la sortie de prison, vous avez peu d'éléments en votre. Oui. Et attention aussi, je vais ajouter autre chose. Donc, on Ouais. est là pris entre deux feux. Surpopulation carcérale, condamnation de la Belgique pour sa surpopulation carcérale et demande des gens de dire il a fauté, donc il doit payer, il doit être mis en tôle. D'accord? Et puis alors, donc ça, c'est un marteau et une enclume entre lesquels le juge de l'instruction doit essayer de sauver sa peau. Il y a autre chose aussi, c'est
ah, maintenant je ne sais plus, l'idée que de toute façon tout le monde sort un jour et qu'il faut les préparer à la sortie. Et non, c'est tout. Je suis désolée, mais j'ai Mais, oublié ma deuxième idée, mais ça me reviendra. mais j'imagine quand même que ce type, vous parlez donc du fait que pour certaines personnes, il est nécessaire de condamner parce qu'il y a eu un acte, un délit qui a été commis. Mais dans le documentaire, il y a une de enfin, une des phrases célèbres qui est, à un moment, vous adressez à une personne qui est devant vous et vous lui dites, oui, si demain vous agressez une bobonne et demain, je vous agressez une bobonne, c'est ma tête qu'on retrouvera dans les journaux et on dira Oui. pourquoi cette connasse l'a laissé sortir. Donc j'imagine que ces éléments, cette pression populaire, euh, quand on prend une décision, ça passe un peu en arrière-plan, non? Je ne comprends pas la question. Je veux dire, Pourquoi? quels sont les éléments qui vous amènent à prendre une décision par rapport à une personne que vous avez face à vous? Vous avez sorti tantôt les faits quand on parlait quand vous étiez juge de roulage, pour les faits de roulage. Euh, J'imagine que vous avez dans une journée de nombreux dossiers à traiter. Dans quelles dispositions on se met pour prendre une décision? Ah, on s'ouvre. Mhm. Donc, en fait, on étudie le dossier. Donc là, on se ferme, on se concentre, on prend note des éléments pertinents du dossier, c'est-à-dire on essaye de se faire une vision. Moi, souvent, je regarde sur un plan où ça s'est passé parce que je connais bien Bruxelles, donc je vois un peu la disposition des lieux. Donc, il y a ça. Et puis, enfin, ça dépend de quoi il s'agit, etc. Et puis alors, une fois, donc on a la version de la victime, et une fois qu'on a intégré ces éléments-là, on s'ouvre à la personne Mhm. suspecte. Voilà. D'accord. Et on l'écoute. Moi, à travers le documentaire, à travers le livre, je trouve qu'il y a un grand humanisme dans la manière dont vous exercez votre fonction. Je trouve que c'est salutaire, au moins c'est rassurant. Donc, cet intérêt Oui, pour l'humain. il y a une chose, c'est ça que je voulais dire là tantôt, maintenant ça me revient et pourtant, et je me suis dit au moment où je l'ai oublié, purée, c'était quand même très important. Et en fait, ce que je regrette, hein, c'est qu'on n'entend jamais la victime. On n'a pas le temps de passer autant de temps avec la victime qu'avec le suspect. Mhm. Ouais. Et ça, je trouve, enfin bon, moi, ça m'arrive de convoquer certainement dans les cas de violence intrafamiliale, j'aime bien rencontrer les deux parties D'accord. pour me faire une idée, quoi, hein. Et donc, on n'a pas le temps. Mhm. On n'a pas le temps. Et je trouve personnellement que c'est désolant. Mhm. Et comment on vit avec ce constat-là d'absence de temps devant soi? Ben, on essaie, si vous voulez, alors à ce moment-là, on se dit attention, on n'est pas tout seul, les policiers sont là aussi. Et alors j'aime bien quand les policiers me contactent pour me dire ah ben voilà, je les ai rencontrés, euh, il exagère, elle exagère, Mhm. enfin peu importe, mais son impression sur D'accord. l'ensemble. Et ben, vous savez, madame, je le connais, je suis habituée, hein, c'est tout le temps la même chose, hein, vous comprenez. Bon, D'accord. des choses. Vous voyez, quand on forme une équipe, ça je trouve très important, avec les policiers, qu'on forme une équipe Mhm. et qui comprennent. Donc, on peut avoir hein, des paroles malheureuses qui font terriblement mal à une personne qui se sent à ce moment-là éventuellement racisée. Euh, et j'aime bien alors que les policiers participent un peu de mon émoi. Mhm. Quand je lis les choses, que j'entends la personne, je tâche d'entendre les gens. Madame Cruet, bien, je vous remercie pour l'échange a vraiment été agréable. C'était un plaisir de discuter, de vous entendre. Vous êtes vraiment pareil à vous-même, très direct. Donc voilà, on continuerait pendant des heures, mais il y a quand même moyen aussi de continuer en faisant l'acquisition de ce livre. Donc tais-toi si la justice m'était comptée.
Surtout, n'achetez pas votre livre sur Internet. Il y a des librairies qui sont là, des librairies de proximité, c'est important, les commerces de proximité, faisons-les vivre. Donc voilà, je vous invite à vous tourner vers la lecture de ce livre. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Madame Gruet, encore un très très grand merci d'avoir participé à cette soirée et d'avoir répondu à toutes ces questions. Voilà, merci. Ah non, avec plaisir, ça a été vraiment un plaisir pour moi que de vous avoir comme interlocuteur et Bertrand comme organisateur. Et à vous tous, je souhaite également une bonne soirée. On va tâcher d'en profiter, il va pleuvoir. Et merde, comment est-ce que je m'habille demain? That is the question d'aujourd'hui. Et ce sera le mot de la fin. Voilà, merci, au revoir et bonne soirée. À vous aussi, au revoir. Time.